En collision avec un taxi. Nyolank réclame la libération de Guy Marius Sagna et la baisse du prix de l'électricité. La plateforme, rejointe par des étudiants de l'UCAD, a marché de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la RTS. Le chef de l'État, lui, met en garde ceux qui seraient tentés de marcher vers le palais. Vous l'entendrez dans ce journal. 19 ans après son assassinat, l'université Cheikh Anta Diop se souvient de Balagaï. Les étudiants qui ont prié pour le repos de son âme continuent de réclamer justice. Et puis, épidémie de coronavirus, le Sénégal annonce des plans de riposte sur les axes frontaliers. Vous entendrez le docteur Aloïs Diouf qui liste les mesures préventives à suivre dans ce journal. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 3 morts et des blessés graves. Un accident s'est produit sur l'axe Fass-Boye-Diogo dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. Un camion qui roulait à vive allure est entré en collision avec un taxi. Nous voyons tout cela dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. 3 morts et des blessés graves, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit entre Fass-Boye et Diogo. Un camion transportant des marchandises est entré en collision avec un taxi clando et les victimes sont les occupants du taxi clando, 2 adultes et un enfant. Selon un témoin, une recrudescence des accidents est notée dans cette zone malgré le poste de gendarmerie de Diogo. C'est parce qu'il s'agit d'une route très fréquentée, surtout par les véhicules qui viennent de la zone des Niayes pour aller vers Saint-Louis. C'est pourquoi les autorités sont interpellées par les riverains pour la mise en place de ralentisseurs sur cette nouvelle route. Et puis Nyolank a encore manifesté dans la rue cet après-midi contre la hausse du prix de l'électricité pour la libération de l'activiste Guy Marius Sagna, renforcé par des étudiants de l'UCAD. Ils ont sillonné l'avenue Cheikh Anta Diop jusqu'au rond-point de la RTS avec nos reporters Habib Faye et Mardian qui étaient de la partie. Encore dans la rue, Nyolank veut la baisse immédiate des prix de l'électricité et des denrées de première nécessité. Le collectif a sillonné l'avenue Cheikh Anta Diop jusqu'au rond-point de la RTS pour manifester sa colère. C'est ça l'œuvre de la vie même. Chaque fois répéter des actions allant dans le sens, en tout cas, d'espérer la résolution de beaucoup de problèmes. Il faut constater que nous n'avons pas beaucoup de choix entre renverser ce pays pour l'atteinte de nos objectifs ou bien continuer la dynamique de sensibilisation citoyenne. On en a marre, trop c'est trop. Tout est cher. La libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna, leur exigence. Tout à fait naturellement, ça nous fait mal parce que les camarades avec qui il a eu à manifester le 29 novembre, ils sont tous libres présentement. Il est le seul à être derrière les barreaux. Et finalement, ça ressemble plus à un acharnement que nous constatons, que tous les Sénégalais constatent. On doit les libérer parce qu'il n'y avait pas de danger. C'est la sécurité qui l'ont mis à l'intérieur du poste de police. Il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. Mais il a sacrifié sa vie au service de la jeunesse sénégalaise. Ensemble, avec les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, Nyolank affirme que cette misère doit changer. Les populations ont besoin d'une stabilité. Nous les étudiants, on est là. On a nos qualifications, on n'a pas de boulot. Pour couvrir toutes ces dépenses-là, je pense que c'est un problème. Aujourd'hui, je suis animé par un sentiment de satisfaction vis-à-vis de la jeunesse sénégalaise, en particulier les étudiants. Parce que ça montre encore une fois que la place de Guy Marius Sagna n'est pas en prison. Toujours déterminé à dire non aux augmentations qu'il juge abusives, Nyolank dit vouloir un Sénégal de paix. Et puis Macky Sall dément ceux qui disent qu'au Sénégal on interdit les marches. Le président de la République sort même des statistiques avant de mettre en garde de ceux qui veulent marcher vers le palais. Il s'exprimait lors du lancement du projet Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le chef de l'État que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Vous savez très bien que le Sénégal est une démocratie. On le sait.
l'exercice des libertés publiques est garanti et ne souffre d'aucune limitation, sauf, je dis bien sauf, nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens et d'assurer leur sécurité. En vérité, l'autorisation est la règle et l'interdiction l'exception. Si je donne des statistiques en 2018, sur 4828 déclarations de manifestations publiques, 118 ont été interdites, soit un taux de 2,44% d'interdiction. Et au troisième trimestre de l'année 2019, sur 4284 déclarations de manifestation, seuls 71 n'ont pas été accordées, soit un taux de 1,68%. Mais quand on dit on va marcher à la place de l'indépendance ou devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique. Mais autrement, les marches sont tolérées. Elles sont autorisées automatiquement dès lors qu'elles rencontrent l'appréciation positive des services chargés de la gestion de l'ordre public. En l'occurrence, l'autorité administrative qui est le préfet. Et lorsque les initiateurs sont en conformité avec les autorités en charge d'autoriser, il n'y a pas de problème. Il est même fréquent que la police encadre la marche et que les sapeurs soient derrière pour les marcheurs fatigués, pour qu'ils bénéficient d'une assistance. Plus crise au sein de la coalition Macky 2012. Jean-Paul Diaz trouve ridicule les agissements des uns et des autres. Pour le leader du BCG, membre de cette coalition, le président Sall n'accorde aucun intérêt à cette structure. Il estime que des gens mal intentionnés essaient de faire disparaître Macky 2012. Alassane Ba, Yafaraba. Entre exclusion et suspension, ça s'agite au sein de la coalition Macky 2012. Jean-Paul Diaz ne comprend pas, il trouve ridicule ces attitudes. Ça n'a pas de sens. La vérité, c'est que Macky Sall n'a aucun intérêt, en tout cas ne marque aucun intérêt, ne manifeste à Macky 2012. Et donc, on est dans cette situation-là. À ce rythme, ne risque-t-on pas d'assister à l'éclatement de la coalition? Je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer. Je ne peux pas le dire. Cependant, il est convaincu d'une chose. Des gens tapis dans l'ombre sont en train de manœuvrer pour faire disparaître cette structure. Depuis 2012, depuis le début, les éléments proches de la présidence ont tout fait pour déstabiliser Macky 2012. Je ne doute, j'ai l'impression que c'est plus ou moins les mêmes manœuvres qui sont en train de mener à ce à quoi on assiste. Il y a des gens qui avaient commencé, qui ne sont pas, non, qui sont membres de l'APR en général, mais qui ne sont pas des Macky 2012, n'est-ce pas? Qui avaient, oui, certains ont sorti des raisonnements complètement grotesques, n'est-ce pas? Et je me souviens d'avoir remis à leur place certains, les premiers qui s'étaient lancés dans ce genre d'exercice. Et c'est à Macky Sall de régler ces problèmes. C'est à lui, le président de la République, n'est-ce pas, d'appeler les gens et de rétablir les uns et les autres dans ce que j'appelle leurs droits. Jean-Paul Diaz n'a pas manqué de rappeler un fait de l'histoire, chose qu'il avait d'ailleurs répété. Macky 2012 a porté le président Sall au pouvoir, mais l'histoire a été travestie. Même le premier tour a été le fruit d'une coalition. Et le deuxième tour a été le fruit de cette même coalition. On a travesti l'histoire. Et Macky Sall a aidé à travestir l'histoire. Épidémie du coronavirus. Les autorités sanitaires du Sénégal donnent des assurances. Le docteur Aloïs Diouf liste les mesures préventives qui sont en train d'être déroulées. Des plans de riposte sont également mis en place par l'État du Sénégal sur les axes frontaliers. Aminata Mbaresso, Gervais Yao. Une épidémie désormais classée urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé. 170 morts enregistrés déjà en Chine. Le coronavirus affole le monde. Le Sénégal prend les devants. Un dispositif de prévention, vous l'avez vu,
articulé autour de la mise en place du renforcement de nos capacités de détection au niveau des ports d'entrée, notamment à l'aéroport, au niveau du port, mais aussi l'identification des structures hospitalières qui doivent, dans le cas où le Sénégal serait touché, qui doivent accueillir les patients. Parce que le coronavirus, le malade du coronavirus doit faire l'objet d'une prise en charge particulière. Des mesures préventives, oui. Des plans de riposte aussi. La capacité de pouvoir identifier le cas et le référer à la structure de prise en charge. De ce point de vue, je crois que le Sénégal a acquis une certaine expérience et vous me permettrez aujourd'hui de rassurer les Sénégalais. Le Sénégal n'en est pas à sa première menace et n'en sera pas à sa dernière menace non plus. Mais nous avons des ressources humaines suffisamment bien formés et capables de pouvoir détecter et anticiper sur la prise en charge. Et de manière efficace si jamais un cas devait se présenter dans notre pays. Dieu merci, pour l'instant, le Sénégal est indemne de cas. Pour ce qui est des Sénégalais établis en Chine, les autorités compétentes s'affairent autour de leur cas. Nous ne pouvons pas avoir meilleure assurance que celle donnée par le chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres en disant que les autorités gouvernementales travaillaient à voir les moyens de les faire venir, comme certains pays ont déjà commencé à le faire. Et de ce point de vue, le ministère des Affaires étrangères est en train d'y travailler. Nous espérons que cela se fera le plus rapidement possible et en concertation avec bien sûr la Chine, avec les autorités de la Chine. Mais en attendant, Dr Aloyse Diouf rassure, le Sénégal n'en est pas à sa première alerte. L'on se souvient de la crise Ebola. Aujourd'hui, les infrastructures sanitaires et les ressources humaines sont préparées à toute éventualité. Le docteur Aloyse Diouf s'exprimait en marge d'un panel organisé par les syndicalistes de la santé sur la situation des techniciens supérieurs de la santé, un plaidoyer pour une révision de leur statut. Écoutons à ce propos Mbalo Diatia, interrogé par Aminata Maresso et Gervais Yao. Si certains commencent à s'agiter, cette question-là, on l'a adressée depuis lors et on a eu un accord avec le gouvernement. Et dans cet accord, il était question de combler un gap de compétences et un gap de connaissances. Alors, pour cela aussi, il fallait au plan institutionnel donc, élaborer un décret qui organise ou qui encadre la formation. Et de ce point de vue, nous sommes venus pour échanger avec l'autorité, pour les pousser à créer les conditions, disons, de l'admission de ces techniciens supérieurs dans le grade A2, qui correspond au corps des administrateurs de soins pour ceux qui ont fait soins, et administrateurs de services pour ceux qui sont dans des fonctions de gestion. Et puis retenez que plus de 150 tonnes de riz saisies par le commissariat de Rebeuss à la rue Tolbiac-les-Limiers affirme qu'environ 50 tonnes de riz reconditionné est vendu sur le marché entre 6 000 et 10 000 francs CFA. Une enquête est ouverte et le procureur est informé. L'université Cheikh Anta Diop se souvient de Balla Gaye 19 ans après son assassinat. Des prières pour le repos de son âme ont été formulées. Les étudiants continuent de réclamer toujours justice. Pape Faraning, Pape Sangonembaye. Récital du Saint-Coran, des offrandes et des prières formulées à la mémoire de Balla Gaye et de tout autre étudiant décédé à l'université Cheikh Anta Diop 19 ans après. Le collectif des amicales de l'UCAD se souvient de leurs camarades. Triste comme chaque année, le 31 janvier est un jour où tous les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ou bien tous les étudiants du Sénégal vont se réunir en tout cas pour formuler des prières à l'endroit de notre camarade Balla Gaye qui a été tué ici à l'université Cheikh Anta Diop à la suite des émeutes liées à des problèmes spécifiques à la bourse. Pour les étudiants, le sacrifice de ces martyrs ne doit pas rester vain, surtout le problème des bourses qui persiste toujours. Comme vous l'avez constaté, je pense que le problème des bourses est là depuis plus de 20 ans. Donc ce qui pousse le plus souvent les étudiants à sortir dans les rues ou bien à revendiquer. Et je pense que l'État du Sénégal doit prendre en sérieux cette question-là parce qu'on a payé les bourses depuis le mois de décembre.
Et jusqu'à présent, il y a des étudiants qui n'ont toujours pas encore reçu leur bourse. Le collectif réclame aussi justice pour tous les étudiants assassinés. C'est une question que nous ne maîtrisons pas trop. Je pense que la justice sénégalaise est assez mature pour prendre des responsabilités concernant les dossiers criminels. Parce que Balla Gaye a donné sa vie pour que l'étudiant puisse vivre dans des conditions. Donc, on ne va jamais oublier Balla Gaye parce que c'est un martyr, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour une cause très noble. Après ces activités, les étudiants vont se rendre à Tivaouane pour rencontrer la famille de Balla Gaye afin de partager leur peine. Les compagnies aériennes africaines rencontrent d'énormes difficultés selon l'association des compagnies aériennes. L'Afrique ne représente que 3% du transport aérien mondial, un taux considéré extrêmement faible, raison pour laquelle l'AFRA compte mettre en place des projets d'ici 2060 allant dans le sens d'avoir un marché unique aérien africain. Son secrétaire général était en visite à Dakar. Fatimata Touré, Amadouba. L'Afrique représente moins de 3% du transport aérien mondial. Annonce faite par l'association des compagnies aériennes africaines, un taux considéré très faible qui entrave le décollage de l'aviation civile africaine. Selon l'AFRA, cela s'explique par le fait que certaines compagnies aériennes africaines rencontrent d'énormes difficultés. Le plus important est le coût élevé d'opération des compagnies aériennes. Généralement, les coûts en Afrique sont très élevés. Le carburant coûte beaucoup plus cher en Afrique qu'ailleurs. Très souvent, les taxes sont très élevées. Nous sommes dans beaucoup d'endroits confrontés aux problèmes d'infrastructure, que ce soit au sol ou à l'air, où les infrastructures souvent ne sont pas adaptées à ce que souhaitent les compagnies aériennes. Devant cet état de fait, l'AFRA ne compte pas baisser les bras. Elle annonce des opportunités en vue de rendre plus performante l'aviation civile africaine. L'Association internationale du transport aérien estime à 4,6% le taux de croissance du transport aérien dans les années à venir. Ça veut dire que le trafic va doubler, à peu près doubler tous les 15 à 20 ans. C'est un challenge important pour les compagnies aériennes. Des projets vont être mis sur pied d'ici à 2063 par l'Union africaine. Objectif, avoir un marché unique du transport aérien africain. L'Union africaine a lancé un certain nombre de projets pour son objectif d'une Afrique intégrée à l'an 2063. L'un de ces projets est le marché unique du transport aérien. À noter que l'association des compagnies aériennes africaines regroupe 44 compagnies, dont Air Sénégal SA. D'ailleurs, des pourparlers sont entamés entre l'AFRA et la compagnie sénégalaise pour mieux améliorer la qualité de service de cette dernière. Économie toujours, seuls les pays de la CEDEAO ont les critères pour avoir une monnaie commune éco, une affirmation de l'économiste Kako Nubukpo. L'écrivain togolais se pose des questions sur la durée de garantie du taux de change dans son ouvrage que nous présente Pape Faraning et Modou Diop. La réponse d'Emmanuel Macron à un étudiant français qu'il juge déplacé a motivé l'économiste togolais à écrire cet ouvrage en guise de réponse au président français. Au cours duquel il a eu à s'entretenir avec des étudiants de l'université de Ouagadougou et où la question du franc CFA lui a été posée par un jeune et il a répondu « Ne soyez pas bêtement anticolonialiste ». Et après, il y a eu l'épisode autour de la climatisation où il disait au président burkinabé, donc son hôte, il disait aux étudiants burkinabés, vous sortez du franc CFA quand vous voulez, et une fois que votre président aura réparé la clim. Donc je me suis endormi, mais je me suis réveillé à 4 h du matin. Je me suis dit, il faut que je réponde. Parce que Camus a dit, chaque homme est responsable du crime de tous les autres. L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance, est aussi un moyen pour l'auteur d'apprécier la nouvelle monnaie éco. L'éco ressemblerait beaucoup au CFA, avec en plus l'annonce faite par les chefs d'État d'un taux de change fixe entre l'éco et l'euro, à titre transitoire. Mais ils n'ont pas précisé la durée de la transition.
que moi je qualifie d'éco-CFA. Kako Nububko estime que seuls les pays de la CEDEAO respectent les 6 critères pour une monnaie performante. 4 critères de premier rang et 2 critères de second rang. Okay? Donc je vous rappelle les 4 critères de premier rang. Comme toujours, le premier est relatif au déficit budgétaire rapporté au PIB, qui doit être inférieur ou égal à 3% de déficit. Ensuite, vous avez un critère qui est lié au taux d'inflation. On doit avoir un taux d'inflation inférieur à 5%. L'économiste togolais entouré d'éminents économistes sénégalais a présenté son livre avec beaucoup d'interrogations, un dialogue avec lui-même pour éveiller les consciences. Puis la sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne matérialisée ce 31 janvier à minuit. Un Brexit qui semble être bénéfique pour l'Afrique, même si le FMI le considère comme un coup dur pour l'économie mondiale. On voit tout cela avec Modou Fall. Après un compagnonnage de 4 ans et 2 tentatives de sortie avortées, le Royaume-Uni tient désormais son ancre et se remet en mer. Il quitte l'Union européenne ce 31 janvier à minuit, suite à l'arraché d'un accord de divorce qui met un terme à la première phase de sa sortie. Une entrée en vigueur de Brexit va constituer un tournant dans les relations entre le Royaume-Uni et ses partenaires africains. Malgré les divergences sur les conséquences du Brexit en Afrique, la majeure partie des Britanniques voient les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et le continent africain bénéfiques. Selon l'économiste Joseph Boileau, un avenir en toute agilité et des libertés retrouvées vont être les grandes lignes de la relation anglo-africaine, qui d'ailleurs a été trop corsetée par l'Union européenne. L'idée de sortir de l'Union européenne a été agitée après la visite de Theresa May en Afrique. Aucun premier ministre ne s'était rendu en Afrique depuis 5 ans. L'Angleterre, en redécouvrant l'Afrique, a vu un continent courtisé par les grandes puissances et les pays émergents. Le sous-sol africain regorge de matières premières qui suscitent des convoitises. Mais pour certains, le Brexit aura un impact très négatif sur l'aide au développement, souvent accordée aux pays africains. Et selon les FMI, l'économie mondiale serait victime de ce Brexit à compter de ce 31 janvier. Puis l'actualité internationale qui nous mène en Algérie, en Mauritanie et au Congo-Brazza, où l'Union africaine s'est réunie pour une solution durable pour le conflit libyen. C'est un récit signé Daniel Diouf. La réunion du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye s'est achevée jeudi à Brazzaville. Si Fayez El-Farraj, qui dirige le gouvernement d'union nationale de Tripoli, était bien présent à Brazzaville, son rival, le maréchal Haftar, était représenté par des délégués. À l'issue de cette réunion, une feuille de route a été établie en vue de la tenue d'un forum de réconciliation nationale. Dans son communiqué final, le comité de l'Union africaine sur la Libye constate une dégradation de la situation qui nourrit les réseaux terroristes et déstabilise la sous-région. Les États membres ont notamment rappelé leur attachement aux conclusions du sommet qui s'est tenu à Berlin il y a 10 jours, notamment le respect de l'embargo sur les armes. Les manifestants anti-régime encore dans les rues d'Alger ce vendredi pour la 50e semaine consécutive. Une foule compacte a défilé dans le centre de la capitale, même si l'organisation précise qu'il est toujours impossible d'évaluer précisément le nombre des manifestants en l'absence de tout comptage officiel. Aux slogans habituels contre le régime se sont ajoutés des emblèmes palestiniens et des pancartes fustigeant le récent plan Trump pour le Proche-Orient. Après avoir contesté la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le mouvement a obtenu en avril la démission du chef de l'État au pouvoir depuis 20 ans et exige depuis le départ des acteurs du système en place depuis l'indépendance du pays en 1962. Enfin, en Mauritanie, l'Assemblée nationale a adopté jeudi la résolution donnant le feu vert à la mise en place d'une commission d'enquête. Elle va travailler sur des cas de possible malversation. Désormais, les parlementaires doivent s'entendre sur la composition de cette commission d'enquête. Elle comptera 9 membres choisis en fonction du poids de chaque groupe à l'Assemblée. Une fois constituée, la commission aura 6 mois pour rendre son rapport. Elle va enquêter sur 7 dossiers de malversation supposés au sein des structures étatiques durant la dernière décennie et dans plusieurs secteurs tels que l'urbanisme, l'énergie ou l'équipement.
En mode culture, avant la page des sports, signature d'un accord de partenariat entre le Musée des civilisations à Rome et le Musée des civilisations noires du Sénégal. Le but est de partager des expériences et de faire des échanges culturels. Nous écoutons là-dessus Amadi Bokoum, directeur du musée, qui souligne l'importance de mettre l'accent sur le numérique au micro d'Aïssatou Paye. Le musée de la civilisation italienne à Rome et le musée des civilisations noires ici ont à peu près les mêmes trajectoires. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un musée typé. Nous traitons de toutes les trajectoires de l'humanité depuis Thomas et notre ancêtre commun, 7 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes dans la perspective de la création continue de l'humanité. C'est ça notre vision. On va mettre beaucoup d'accent sur le numérique afin de reconstituer des sites et des monuments importants et aussi mettre en valeur la production contemporaine dans tous ces domaines. Et ne pas oublier le patrimoine culturel et matériel, parce que ce patrimoine-là aussi doit être transmis. Et on sait, comme disent les anciens, si le patrimoine c'est ce qu'on a reçu de nos prédécesseurs, il est toujours articulé à la tradition, ce qui mérite d'être transmis. Si les jeunes ne connaissent pas ces traditions-là, ils ne vont pas les transmettre. Maintenant, on en est au concept, on a un acte normatif, on va essayer de transformer l'essai. Moussa Ouagué en passe de quitter le FC Barcelone. Ce n'est pas encore officiel, mais il est tout proche de l'OGC Nice sous forme de prêt. Avec option d'achat, l'international sénégalais donc à la recherche de temps de jeu. La 8e journée de la Ligue 1, déséquilibrée au regard au classement. L'affiche Jaraaf Teungueth FC de ce samedi demeure en beau duel en perspective. L'envie des Dakarois de mettre fin à l'invincibilité des Rufisquois et la bataille tactique entre les deux sélectionneurs des cadets et des juniors du Sénégal donne du piquant à cette rencontre, nous dit Chersali Boudjara. Le leader invaincu de la Ligue 1 face au 7e. Un duel tactique entre deux sélectionneurs nationaux, Malik Daf et Youssoupha Dabo. L'affiche Jaraaf Teungueth FC choc de la 8e journée ce samedi vaudra le détour. Le Jaraaf est un très grand club, mais bon, cette année, ils n'ont pas encore montré qu'ils ont une grande équipe parce qu'ils atteignent le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Ils n'ont aligné que 2 victoires consécutives lors de la 4e et 5e journée. Bon, mais ils peuvent se reprendre à tout moment. Du côté de Teungueth FC, tout le monde sait que Teungueth FC actuellement c'est l'équipe en forme du moment. Donc effectivement sera un choc parce que c'est l'équipe détentrice de la Coupe du Sénégal et l'équipe vice-championne qui vont s'affronter. L'invincible Teungueth FC, auteur de 5 victoires consécutives, verra-t-il sa série stoppée? C'est entre autres l'enjeu de ce duel face à un adversaire périlleux. Le Jaraaf, c'est un grand club. Le Jaraaf peut battre n'importe quelle équipe, surtout avec le retour de Idrissa Niang, qui a été prêté pour 6 mois. Il y a aussi, ils ont retrouvé aussi, ils ont un attaquant, Amirou Kanté, qui a marqué un doublé l'autre jour, la journée passée. Et je pense que c'est ce qui manquait au Jaraaf, un vrai attaquant. Et je vois bien qu'ils ont trouvé l'attaquant à la personne de Amirou. Qui peut faire bien l'affaire. Du côté de Teungueth FC aussi, bon, dans tous les secteurs, je l'ai dit l'autre fois, bon, dans toutes les lignes, ils sont bons. Donc le Jaraaf peut effectivement briser cet élan, comme Teungueth FC aussi peut enchaîner. Le choc Jaraaf Teungueth FC, prévu ce samedi à 16h30 au stade Amadou Barry de Guédiawaye, est une occasion pour le leader de consolider sa place et au Jaraaf de se rapprocher du podium. Et puis le 8 février prochain, 100 pensionnaires vont constituer la première promotion en formation à l'Académie internationale KN Football, en centre au nom de son initiateur, Maître Khalignan, basé dans la région de Fatick. Mis à part la pratique du football, les pensionnaires vont recevoir des cours de formation en technicien, massage entre autres. Cher Sadi Boudjara, Ibrahim Akan et Mardian. Le paysage footballistique du Sénégal se dote d'un nouveau centre de formation, l'Académie internationale KN Football basée à Fatick, une structure avec sa spécificité. La particularité de KN Foot, c'est que nous faisons dans la formation au métier du sport. C'est-à-dire nous préparons les jeunes au métier du sport, à savoir stagiaires, arbitres, préparateurs physiques,
agent polyvalent de sport, médiateur sportif, l'ambassade de France, mais aussi l'Office français de l'intégration et de l'immigration, qui, pour lutter contre l'immigration clandestine, nous demande de former ces jeunes dans ces métiers dont eux, ils ont besoin en perspective des Jeux olympiques. Et pour cela, nous nous chargeons de la formation en collaboration avec l'ONFP, du ministère de la formation professionnelle, mais aussi le CNEPS de Thiès qui nous ont fait le référentiel et qui vont dérouler les cours. Pour le démarrage de ces activités, l'Académie internationale Cayenne Football va prendre au moins 100 pensionnaires. Où nous avons reçu 1153 jeunes venus de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de la sous-région. Il y en a qui étaient venus de la Côte d'Ivoire, de la Gambie et du Mali. Alors, d'emblée, Cayenne est à vocation sociale. Mais la forte demande a fait que malheureusement, on a détecté des talents, sûrs. Mais on ne peut pas prendre tout le monde. C'est pourquoi nous demandons aux parents qui en ont les moyens et qui peuvent venir se prendre en charge la formation de leurs enfants. Cayenne est preneur. Nous tablons sur 100 et nous envisageons aussi de démarrer le 8. L'Académie internationale Cayenne Football est un complexe sportif sur 4 hectares à Mbella-Kadiaou dans la région de Fatick, des bâtiments administratifs, une salle de musculation et des terrains pour sortir de futurs excellents footballeurs pour le Sénégal. Merci à vous Ibrahima Kane, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. En attendant.